mais il existe Internet. Et donc, il y a des choses que des gamins de 12 ans sont capables de faire. C'est vrai que vous avez des difficultés, vous n'avez pas les laboratoires aussi équipés que dans mon pays. Et ça m'étonne que toi, en quatrième année universitaire qui fait la filière informatique, tu saches pas ces choses. Alors, il m'a fait une liste de plein de choses sur les technologies, sur les bases de données, sur... Écoute, je te donne 1 an pour connaître ces choses. Si dans 1 an, tu n'arrives pas à faire ces choses-là, change. Change de filière. Tu peux pas prétendre devenir informaticienne et ne pas savoir ces choses en étant en quatrième année d'université. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tous les développements majeurs dans le monde de la technologie. Nous discutons des dernières nouvelles, tendances et innovations avec les principaux acteurs du secteur, qu'il s'agisse de développeurs, d'entrepreneurs, d'investisseurs ou de leaders d'opinion. Salut, c'est Bernard NG de DevCast et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai fait à la rencontre de Madame Assina, qui est directrice d'établissement scolaire à Kinshasa. Avec elle, je vais discuter de sa passion du numérique, qui est une passion qui réside dans la création d'opportunités pour les jeunes filles et les femmes, les préparant ainsi à devenir des actrices du changement, tout en tirant profit des opportunités offertes par le numérique. Nous verrons donc avec elle que la femme a sa place au cœur du numérique. Je vous laisse avec cette interview. Bonsoir Assina, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans notre podcast. Bonsoir Bernard, merci beaucoup. Merci. Voilà, avec toi aujourd'hui, on va discuter un peu de tes activités, de comment tu t'organises pour accompagner la jeune fille, surtout dans le domaine du numérique, tout en tenant compte au fait qu'aujourd'hui, la RDC est un pays qui vit une fracture numérique énorme. Et donc, on va essayer de voir comment toi, tu essayes de pallier à tout ceci en accompagnant la jeune fille. Mais avant d'arriver à cela, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors bonsoir, je m'appelle Kahamba Assina. De formation, je suis ingénieur civil en informatique. J'ai fini il y a déjà plusieurs années à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. J'ai eu la chance pendant mes études d'être dans des clubs informatiques. Celui où on a été le plus constant, ça a été le Google Developer Group de l'UNIKIN à l'époque. Et après mes études, j'ai décidé d'embrasser, on va dire, le monde académique. Donc, j'ai continué comme assistante à l'université de Lubumbashi, qui était ma ville natale. Donc, je suis rentrée et j'ai fait 1 année en tant qu'assistante à la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi. J'ai eu après la chance d'avoir une bourse pour aller à l'extérieur. J'ai fait 3 ans et à l'époque, j'ai eu, on va dire, l'opportunité d'entrer en contact avec l'école dans laquelle je travaille maintenant. Parce que déjà à l'université, je me rendais compte que le chemin, on va dire, pour apporter une pierre à l'édifice au Congo, c'était dans l'éducation, mais qu'il fallait peut-être commencer plus tôt. Et donc, il y a eu une reconversion encore et j'ai commencé à travailler dans une école, un lycée, ici à Kinshasa. Nous avons des élèves de 3 à 18 ans. Et donc, ça fait 6 ans maintenant, 6 ans que je travaille dans le monde de l'éducation au niveau maternelle, primaire et secondaire. Donc, on va dire c'est un peu de manière ramasser ma petite expérience. Ok, c'est très intéressant que tu mentionnes que tu faisais partie des communautés, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que nous sommes et je crois qu'il y a eu cette popularisation de toutes ces communautés maintenant à Lubumbashi. Il y en a énormément, tout ce qui est Club Google. Et je pense qu'à l'époque, vous étiez parmi les précurseurs de ces communautés-là et c'est vraiment un héritage qu'on reçoit aujourd'hui. Je suis très content d'ailleurs. Mais la question que je me pose, à quel moment tu t'es dit que tu n'allais pas continuer avec une carrière en tant que peut-être développeuse ou dans l'ingénierie logicielle et tu as décidé de faire ce shift vers l'éducation? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Alors, Bernard, ça en fait, ça va être, je pense, une chose que je dirais pour la première fois publiquement. C'est qu'en quatrième année à la faculté polytechnique, on a eu une année blanche. Enfin, année élastique, on va dire là. Okay. Les années qui prennent 2 ans. Donc, à cette époque, je profite pour faire mon stage.
Donc, je fais le stage dans un hôpital et qui est en train de monter un système, un professeur portugais qui était venu pour monter le système informatique. Et donc, il avait accepté quelques étudiants dans son équipe. Je pense qu'on était 3 ou 4 et il avait aussi accepté de donner un cours à des universitaires. Donc, à ce moment-là, on travaille avec lui pendant un mois dans son système. Bon, c'était un monsieur très compétent, on a beaucoup appris, donc on a fait un mois de travail. Et après on va dire le dernier jour de son séjour, il m'a appelé pour me dire que, bon, il avait beaucoup aimé travailler avec nous, il avait aimé l'énergie et l'enthousiasme. Mais une chose lui a attiré son attention, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Alors, il m'a fait une liste de plein de choses sur les technologies, sur les bases de données, Alors, il disait, oui, j'ai visité ton université, donc c'est vrai que vous avez des difficultés, vous n'avez pas les laboratoires aussi équipés que dans mon pays, mais il existe Internet. Et donc, il y a des choses que des gamins de 12 ans sont capables de faire, et ça m'étonne que toi, en 4e année universitaire qui fait la filière informatique, tu ne saches pas ces choses. Exactement. Et que je te donne 1 an pour connaître ces choses. Si dans 1 an, tu n'arrives pas à faire ces choses-là, change de filière. Va faire une chose où tu vas apprendre réellement les histoires, mais tu peux pas prétendre devenir informaticienne et ne pas savoir ces choses en étant en 4e année d'université. Ça a été une conversation dure, mais qui m'a sauvé la vie parce que ça a été comme un électrochoc pour dire, bon, il faut que je prenne mes études au sérieux, surtout qu'enfin, j'étais en Polytechnique, une étudiante quand même studieuse, et enfin, je donnais de mon mieux. Donc, une personne vous réveille un peu comme ça. C'était, enfin, on va dire, ça a été un peu terrible. À l'époque, il existait le CD-Surc, c'était une bibliothèque numérique à Kinshasa et qui offrait des cours en ligne avec des universités françaises et tout ça. Donc, enfin, tellement dans le choc et tout ça, j'y ai pris une inscription. Donc, j'ai fait à l'époque le MIAGE, des méthodes informatiques appliquées à la gestion d'entreprise à distance. J'étais déjà fan du site du Zéro à l'époque, qui est devenu Open Classroom après. Ouais. Donc, j'ai dévoré, on va dire, ce site. Enfin, je m'y suis mise de manière incroyable. Mais en même temps, après, je me suis dit, non, il faut que je me mette dans l'enseignement pour dire aux jeunes qui vont venir, faites attention, l'université peut être un piège. Vous devez vous former. Effectivement, Internet est là. Donc, je voulais d'une certaine manière redire à ceux qui allaient venir qui allaient venir après moi, d'éviter les erreurs que j'avais commises de manière involontaire, parce qu'enfin, moi, j'allais vraiment me former, mais bon, le système est tel qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas apprises. Donc, à partir de la 4e année, là, il y a le déclic en disant, je dois me mettre dans l'éducation. Je voulais être assistante à l'université et puis prof pour pouvoir motiver les jeunes à se former par eux-mêmes. Parce que sinon, effectivement, ce sont de longues études. Enfin, nos horaires sont très chargés. On est là de 8h à 18h. Bon, entre guillemets, il y a aussi ce risque de perdre du temps. Et vraiment, je voulais le dire aux jeunes. Donc, c'est à ce moment-là que je décide de faire la carrière. Donc, effectivement, je finis Polytech à ce moment, enfin, quelques années plus tard. On me retient comme assistante à l'université de Lubumbashi. Mais dans mon contact, ça a été très bien. C'était une expérience magnifique et tout ça. Mais il y avait quand même le déclic. Bon, à 18 ans, on arrive déjà un peu blasé, on arrive déjà un peu, enfin, sans l'idéal, entre guillemets, qui caractérise un peu la jeunesse et tout ça. Et déjà, à ce moment, il y a un peu cette réflexion où je me disais qu'il faut peut-être commencer plus tôt. Et bon, ce concours de circonstances m'a après emmené à l'école. Ok, attends. Alors, s'il faut qu'on comprenne juste,
l'expérience que tu as eue à l'université t'a fait comprendre que le problème qu'on a aujourd'hui, par exemple avec tout ce qui est numérique, fracture du numérique, est quelque chose qu'on devrait résoudre beaucoup plus bas, beaucoup plus avant l'université, c'est ça? Oui, Qu'est-ce, absolument. qu'est-ce que tu as rencontré de manière, s'il faut aller dans les détails, qu'est-ce que tu as rencontré à l'université qui t'a dit, bon, ok, là, je dois nécessairement recommencer peut-être à un niveau secondaire, voire primaire, par exemple. Enfin, quand on arrive à l'université, il commence à avoir l'urgence du diplôme. On veut absolument l'avoir. Et parfois même, quelquefois sans avoir les compétences. Et nos universités, entre guillemets, nous les connaissons. Le système est tel que on peut passer entre les mailles facilement. C'est-à-dire, on peut effectivement avoir un beau diplôme d'informatique sans avoir des compétences numériques. Parce que la seule chose, le seul moteur devient « je veux avoir mon diplôme ». Et donc, il suffit d'être présent parfois au cours, il suffit quelquefois d'avoir le syllabus, il suffit de répondre aux questions qu'on a mémorisées et on peut réussir aux examens. Exactement. Et donc, quelquefois, on ne participe pas aux communautés, on ne se forme pas de manière individuelle parce que l'unique motivation qu'on a, c'est le diplôme, quoi qu'il en coûte, le diplôme pour le diplôme. Exactement, je Et comprends ça. l'université, quelquefois, peut anesthésier, on va dire, ce désir d'apprendre. Or, plus tôt, on peut stimuler dans les jeunes gens ce désir d'apprendre et de se former, et pas seulement cette course vers le diplôme pour le diplôme. Très intéressant. Alors, autre chose que je remarque aussi personnellement quand il s'agit de l'université, c'est généralement les programmes d'études que nous avons. Certes, j'ai remarqué que énormément des jeunes découvraient l'informatique comme telle, quand je suis développeur logiciel, découvraient tout ce qui est programmation, tout ce qui est développement logiciel au niveau universitaire. C'est-à-dire qu'il y a même énormément de personnes qui ont leurs premiers ordinateurs au niveau universitaire. Est-ce que tu penses qu'aussi c'est quelque chose qui retarde, entre guillemets, l'évolution numérique ici dans notre pays? Et s'il faudrait revenir à un niveau un peu plus bas, comment tu comptes, comment ça se passe actuellement avec l'école où tu travailles? Parce que je comprends aussi que les écoles, surtout secondaires, primaires, sont aussi, obligées de suivre un programme national qui n'est pas forcément adapté aux réalités nouvelles lorsqu'on parle de numérique. Alors, comment, à ton niveau, ça s'organise à ce niveau-là? Alors moi, enfin, j'ai la chance de travailler dans une école où les parents et l'école sont, on va dire, de très grands partenaires. Donc, ils collaborent et comme les parents sont, on va dire, les premiers éducateurs, quand on va atteindre des objectifs, on va dire de manière plus rapide et plus efficace, c'est judicieux de mettre les parents, on va dire, dans le coup. Pourquoi je dis ça? Je vais ouvrir une parenthèse. Quand la COVID est arrivée, c'était en 2020, le 18 mars, si je me trompe. Le 18 mars, le président est passé à la télévision, il a dit qu'on arrêtait l'école. Et donc, les gens l'ont appris à la maison. Les vacances de Pâques arrivaient tout de suite après, donc on a pensé que ça allait prendre peut-être 3 semaines la fermeture et on allait reprendre. Ça a commencé à prendre des mois, il a fallu prendre une solution. Par exemple, dans mon école, nous avons décidé d'avoir des cours en ligne de manière tropicale parce qu'on l'a fait via WhatsApp. Mais cela était possible parce que les parents voulaient et parce que les professeurs se sont mis. Ça a été finalement un gros projet communautaire où tout le monde a mis du sien. Pourquoi j'en parle? Parce que pour résoudre, on va dire, tous ces problèmes de logistique qui sont réels, parce que pour que l'enfant puisse avoir accès à l'outil numérique, il faut que ces outils existent. Or, nous avons des problèmes de finances, nous avons des problèmes de courant, nous avons des problèmes de formation. Et donc, ça signifie qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent, on va dire,
accepter de donner un peu plus pour arriver au résultat. Parlons de manière concrète. À l'école, comment ça se passe? Je trouve que pour réussir cette révolution numérique, il y a un acteur que quelquefois est négligé, je pense, c'est l'enseignant. Si les enseignants ne sont pas formés à l'outil numérique, s'ils n'en voient pas l'utilité, nous pouvons faire tous les changements de programme que nous voulons, de contenu et tout ça. La révolution ne va pas réellement se passer. Parce que c'est l'enseignant qui transmet et c'est quand l'enseignant est convaincu qu'il trouve les moyens. Sinon, tout sera difficile. Le programme sera un obstacle, le courant sera un obstacle. Parce que quand on est réellement motivé, on trouve les moyens. Mais pour être réellement motivé par ça, pour qu'un enseignant accepte de voir comment intégrer l'informatique et tout ça, il faut qu'il en voie l'utilité, il faut qu'il voie la portée pour qu'il accepte ce sacrifice. Donc, l'enseignant doit être impliqué, les promoteurs d'école doivent aussi être impliqués, donc ils doivent aussi connaître les enjeux. Un promoteur d'école qui ne comprend pas les enjeux du numérique ne verra pas l'utilité de mettre des ordinateurs dans sa salle. Parce qu'on peut commencer peut-être par 3 ordinateurs, c'est pas obligé d'en avoir 30. Et d'essayer de dire, bon, une journée l'année scolaire ou une journée le trimestre, les classes vont avoir une activité. Il y a beaucoup d'activités qu'on a découvert pendant tout ce temps de Covid, où on peut avoir une introduction à la programmation sans ordinateur. Parce qu'il y a des jeux, c'est une introduction, mais au moins c'est un début pour dire que quand il y a réellement une volonté, on trouve les moyens. Donc au niveau de l'école, bon, je me rends compte, enfin moi je suis informaticienne, je sais c'est quoi les enjeux, j'ai la possibilité d'être dans le comité de direction avec des personnes ouvertes d'esprit, donc nous arrivons à implémenter des choses, situation que je pense quelquefois ne peut pas être la même dans toutes les écoles. Donc pour réussir, on va dire cette introduction du numérique dans les écoles, c'est beaucoup d'acteurs qui doivent être touchés, les promoteurs d'école, les parents, les enseignants. Et après, quand tous ces 3 adultes, on va dire, sont réellement impliqués, les enfants. Et les enfants ont une soif d'apprendre quand ils sont jeunes. Donc, il faut voir les petits devant les ordinateurs. Elles veulent découvrir et tout ça. Donc, on peut permettre ça si les adultes, d'abord, sont convaincus et mettent les moyens. Et pour ça, il faut sensibiliser. Très intéressant. Alors, juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, aujourd'hui, tu fais de l'accompagnement précisément de la jeune fille. Pourquoi précisément la jeune fille? Bon, on va dire la réponse la plus simple, c'est d'abord parce que je suis une femme. Effectivement, oui. Mais c'est vrai que l'homme, on va dire le garçon comme la fille, fait face aux mêmes difficultés au Congo. Disons-nous par rapport au numérique, que ce soit en termes d'accès, que ce soit en termes de formation et tout ça. L'homme comme la femme sont face aux mêmes difficultés. L'unique chose, c'est que la femme a encore une difficulté de plus, simplement pour le mythe quelquefois qui s'est fait autour de la technologie. Je vous ai dit, nous étions dans des communautés. Bon, il y avait parfois très peu de femmes. Alors, la faculté de sciences de l'Université de Kinshasa, il faut reconnaître qu'il y avait quand même beaucoup de filles qui étaient inscrites, beaucoup plus qu'en Polytech. Donc, ça aussi, c'était beau à voir. Mais en termes d'implication, d'engagement dans les activités, dans la formation et tout ça, c'était très rare de voir la fille. Alors, je pense que la jeune fille congolaise a besoin, on va dire, d'un petit élan, d'une petite impulsion qu'il faut lui donner. Le syndrome de l'imposteur est très réel dans la communauté de la jeune fille. Et je voulais emmener quand même, on va dire, ma petite pierre à cet édifice en encourageant les filles, en les encourageant, en leur demandant de se lancer et tout ça.
Effectivement. Et les garçons, ils n'ont pas de problème, enfin, dans le sens où les garçons ont beaucoup plus de modèles dans ce sens-là. Regardez vos communautés, je regarde quelquefois les activités, regardons les orateurs, les community managers et tout ça, on voit que enfin, les garçons n'ont pas de problème de trouver des modèles. Du côté de la jeune fille, c'est un peu plus difficile. Un peu plus difficile Alors, il fallait et ça, appuyer de c'est ce vrai, oui. côté-là. Alors, il y a toujours une question que je me pose souvent et j'ai posé à plusieurs personnes qui ont participé à ce podcast. C'est, à ton avis, pourquoi la femme est sous-représentée dans l'industrie du numérique, précisément? Pas forcément en RDC, mais un peu partout au monde. On remarque qu'il y a très peu des femmes dans le numérique. Et quand on voit un peu des personnes qui font des études en informatique, juste après, il y a une reconversion, il y a très peu qui continuent dans le domaine, ce qui fait qu'il y a très peu de modèles pour les femmes qui continuent. Et c'est un peu comme un cercle vicieux qui se répète chaque année. Qu'est-ce qui fait en sorte, d'après toi et d'après les analyses ou tout ce que tu as pu remarquer, qui fait en sorte qu'il y a très peu de femmes dans le numérique? Précisément d'ailleurs en RDC, mais aussi partout au monde. Alors, je pense que tu as donné déjà dans ta question quelques éléments de réponse. J'ai aimé cette phrase que j'ai vue quelquefois, il est difficile de devenir ce qu'on ne voit pas. Donc, effectivement, s'il y a un manque de modèles féminins, c'est difficile on va dire, de s'identifier à ça. Si à chaque activité, tu es la seule fille, bon, on va dire ça décourage un peu. Ça peut arriver, à moins d'avoir un caractère bien trempé. Il y en a certaines qui s'en sortent, mais d'autres non. Donc, quelquefois, le manque de modèles féminins. Après, bon, il y a aussi les stéréotypes qui ont quand même la peau dure. La technologie est perçue comme un domaine masculin. Bon, après, dans l'éducation, il faut voir, quelquefois, il y a eu un accès assez inégal dans certains domaines techniques. Il y a quelquefois des femmes qui se plaignent un peu, on va dire, du climat de travail. Il y a eu des problèmes. Moi, je n'ai pas souffert, Dieu merci, mais bon, il y a des problèmes tels que le sexisme, le harcèlement. Et donc, il peut se créer quelquefois un climat de travail qui peut un peu faire peur aux personnes de continuer. Bon, après, une chose aussi, c'est un peu l'équilibre travail et vie personnelle. Quelquefois, je suis en train de parler à un développeur logiciel. Quand il faut produire et tout ça, bon, enfin, développer prend beaucoup de temps, parfois beaucoup trop. Et je pense qu'il y a un âge où, quelquefois, on veut aussi un certain équilibre. Et donc, ça fait qu'effectivement, ceux qui passent beaucoup plus d'heures arrivent à un plus grand résultat que d'autres. Et donc, ça fait aussi que, bon, à un moment donné, la femme veut aussi un travail où il y a un certain équilibre. Donc, je pense que c'est, on va dire, plusieurs éléments comme ça qui peuvent faire que, bon, le numérique, il y ait très peu de femmes par rapport à ça. Les choses commencent à s'améliorer parce que, bon, il y a aussi quand même des entreprises qui commencent à mettre des politiques un peu plus inclusives pour que quitter le bureau à 23 heures ne soit pas comme la bonne action. Donc ça aussi, c'est des politiques comme ça qui peuvent encourager que les femmes puissent rester dans le numérique. Au moins, il y a eu une grande sensibilisation, il y a de grandes actions qui sont en train d'être faites. La vapeur commence à changer petit à petit, mais bon, c'est un processus. Exactement, c'est un processus. Alors, sachant tout ça, sachant toutes ces réalités-là, qu'est-ce que toi qui te motive au quotidien à accompagner justement les femmes dans cette réalité-là? On est en RDC par exemple, et c'est vrai que parfois, c'est très difficile d'avoir un très bon travail dans le numérique ici en RDC. Bon, moi je suis développeur, donc je vois beaucoup plus cette sphère-là, parce que moi-même je suis obligé d'externaliser mes services parfois. Alors, qu'est-ce qui te motive au quotidien quand tu vois qu'il n'y a pas forcément de changement, quand tu vois que c'est assez difficile? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues cette bataille malgré toutes ces réalités que nous traversons?
Le numérique est une, on va dire, réelle arme pour atteindre ces objectifs, que ce soit professionnel. C'est une porte pour plusieurs opportunités. Alors moi, quand je vois, je suis en train de penser là à maman Françoise, notre prof d'histoire, qui a déjà 40 ans dans l'enseignement et qui a commencé à apprendre la bureautique l'année passée et qui maintenant saisit ses fiches de préparation, ses prévisions. Comment elle a appris avec tellement d'enthousiasme et comment elle s'est rendue compte qu'effectivement le numérique lui permettait de gagner du temps, parce qu'elle, chaque année, pendant ses 40 ans, elle devait refaire ses prévisions. Donc pour elle, vraiment, le numérique lui ouvre des grandes portes. Ici à Kinshasa, nous avons très peu de possibilités de voyager. Alors, quel est le projet de maman Françoise? Elle n'a pas encore mis ça en application, mais elle est en train d'apprendre que d'ici la fin de l'année, elle puisse utiliser Google Maps dans son cours de géographie. Alors, elle est là, elle est en train d'apprendre les cartes et tout ça, et elle se rend compte qu'effectivement, le numérique lui donne accès à beaucoup de matériel didactique. Parce que quelquefois, même en allant dans les librairies ici à Kinshasa, on ne trouve pas les cartes pour les acheter, parce qu'il y a certaines cartes qu'on ne trouve pas. Et donc, le numérique lui ouvre la porte à ça. Et donc, elle est très motivée. Je suis en train de parler vraiment d'une application numérique. On ne parle même pas encore des métiers, on va dire, comme développeur. Nous sommes un pays, on va dire, jeune. On a un problème d'emploi. Le numérique peut offrir vraiment une panoplie d'opportunités parce qu'il manque de personnel pour le numérique. Alors nous, on est une population jeune comme ça. Je pense que le numérique peut offrir une variété d'opportunités, et ça serait dommage de passer à côté. C'est-à-dire, on parle beaucoup du retard qu'a le Congo. Le Congo est en retard, et tout ça, mais le numérique peut nous permettre de rattraper ce retard de manière extraordinaire. Alors, ce qui motive, c'est ça, de réveiller un peu tout le monde en disant que nous avons à la portée un outil qui peut nous aider à atteindre tous ces objectifs avec tous les problèmes que nous avons. Il y a un domaine qui me tient à cœur, c'est par exemple l'éducation. Le nombre de professeurs ou d'enseignants est inférieur à la quantité de jeunes que nous avons au Congo. Renseignez-vous, dans toutes les écoles, on est à la recherche de professeurs. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Le numérique va nous permettre de partager ça. Un bon prof d'une école prestigieuse, un bon prof de maths pourra, grâce au numérique, partager son savoir avec une école qui peine à trouver un prof de maths. Et donc, en fait, c'est ça ma motivation, dans le sens où le numérique va nous permettre à résoudre beaucoup de nos problèmes. Donc, il faut qu'on soit plusieurs à être sensibilisés pour saisir l'opportunité que nous offre le numérique. C'est vraiment ça ma motivation. Donc, après, quand je vois la joie d'une maman française en découvrant que le numérique peut lui offrir, tout ce que le numérique peut lui offrir. Il y a par exemple une chose qui... je ne sais pas quel verbe utiliser, mais on va dire qui m'horripile, le suivi des travaux de fin de cycle entre les étudiants et les profs. Mm-hmm. L'étudiant prend son transport. Nous sommes dans une ville comme Kinshasa, il y a beaucoup d'embouteillages. Il doit arriver à midi à l'université. Le prof est en réunion. Le prof doit sortir à 13h. Et après, donc, il y a des étudiants qui passent de 8h à 15h à l'université pour un entretien de 30 minutes sur leur travail. Des plateformes de collaboration, je ne sais pas comment, Google Drive, sur Microsoft et tout ça, nous permettent de travailler sur le même document. Pourquoi est-ce qu'on est en train de se taper des heures d'embouteillage, en train de perdre tellement de temps quand profs et étudiants peuvent travailler sur le même document, être en train d'intervenir et de se voir vraiment quand c'est très important. Mm-hmm. Donc, c'est toutes ces petites choses que je vois tout autour qui me disent, mais le numérique nous permettrait de résoudre tellement de problèmes qu'il faut continuer vraiment cette évangélisation pour que tous nous réveillons. On gagnerait tellement de temps, tellement d'opportunités si on saisissait cet outil.
Exactement. Alors, penses-tu que de manière générale, en RDC, nous avons une mauvaise vision du numérique? Un peu comme si on s'imaginait quelque chose, on s'attendait à quelque chose alors que c'est beaucoup plus simple. Et que penses-tu de l'aspect culturel qu'il y a derrière le numérique? Parce que généralement, on dit ce n'est pas la culture de, ce n'est pas la culture d'un Congolais de. Et généralement, très souvent, sur certains projets, on est beaucoup freiné parce qu'on s'est dit, bah, ce n'est pas encore cette culture. À quoi tu réponds par rapport à ça? Bernard, tu pourrais expliciter un peu mieux cette question par rapport à la culture? Ça me semble intéressant, mais je n'arrive pas à cerner tout le contour. Parler d'un professeur et d'un étudiant qui voudraient être en contact, mais ce n'est pas la culture du professeur d'utiliser de tels outils. Un peu comme si il n'a pas confiance à ces outils-là et préfère rencontrer physiquement la personne. Tu vois un peu cet aspect des choses où il est encore trop tôt ou difficile pour les personnes, les Congolais, de faire confiance en l'outil du numérique. Un autre exemple, on a eu des systèmes de paiement. Ça a énormément pris du temps avant que les Congolais commencent à utiliser les mobile money, par exemple. Nous sommes plus de 100 millions et les derniers chiffres que je voyais, c'était autour de 5 millions d'utilisateurs de mobile money jusqu'aujourd'hui. Et donc, cette confiance dans ces nouvelles technologies, par quoi tu l'expliques en fait? Pourquoi il y a ce manque de confiance qui nous freine énormément aussi? J'ai envie de dire parce on n'est pas formé, on est peu formé. Alors, c'est un peu l'ignorance et on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Tu as peur de mal faire, tu as peur de faire... en plus, il y a tout ce mythe-là, non? Tu peux envoyer de l'argent à une personne sans le vouloir. Ah oui, oui, en tout cas, fais attention, hein, tu peux faire un transfert. Si seulement tu te trompes, tu perds ton argent. Alors moi, si je ne suis pas à l'aise dans ces outils-là, je ne l'utilise pas. Quel est le problème du prof? Le prof, c'est qu'en fait, il ne connaît pas ces outils. Il ne sait pas les utiliser. Alors bon, au lieu quelquefois d'exposer son ignorance, parce que parfois c'est très difficile de poser la question, ou parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'aussi apprendre prend du temps, on préfère dire non. Moi, j'aime utiliser l'exemple de ma mère qui a, pendant 5 ans, a refusé d'utiliser WhatsApp. Ah, vos choses là. Je n'aime pas vos choses là. Donc, elle perdait de l'argent dans les unités. Nous perdions de l'argent pour la joindre avec les unités. Jusqu'au jour où quelqu'un s'est dit, ça suffit, écoute, on t'explique. Maintenant, c'est nous qui avons envie de la bloquer sur WhatsApp parce qu'elle est tout le temps là, elle transfère et tout, parce qu'elle a appris. Et donc, je pense que l'effort aussi, quelquefois, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ces années de communauté, il y a un grand travail que nous devons faire dans la formation. Pas plus tard que hier, il y a une personne très proche qui a raté un entretien parce que, tenez-vous bien, elle ne savait pas utiliser WhatsApp vidéo. On m'aurait dit ça il y a 2 jours, j'aurais dit c'est pas possible. Comment ça, quelqu'un ne sait pas utiliser WhatsApp vidéo? Oui, il sait pas utiliser WhatsApp vidéo. Alors, évidemment, donc parfois on ne pose pas la question. Donc, il faut ce temps, on va dire, de formation où vraiment il faut beaucoup plus d'évangélistes du numérique qui vont prendre la peine, le temps de former, de mettre en confiance. Parce que le problème avec le numérique n'est pas du tout technique, c'est vraiment, comme tu disais, c'est culturel. Et nous, nous avons commencé comme ça une petite académie, justement, on est en train de former les personnes, c'est mettre les personnes en confiance. On commence toujours en disant, vous pouvez tout appuyer, ça ne va pas exploser. Tout le monde rigole. Et on se détend et on commence à utiliser l'outil. C'est la formation. Plus les personnes seront à l'aise avec l'outil, plus ils vont l'utiliser. Mais quelquefois, on veut brûler les étapes, on ne prend pas le temps d'apprendre, on ne prend pas le temps d'expliquer l'utilité. Après, il y a certains moments aussi, il y a une tendance au changement. C'est pour ça que c'est important aussi que les personnes qui ont le pouvoir de décision puissent s'imposer. Je suis en train de parler de transformation digitale et tout ça, et des profs qui ont dû changer, mais parce qu'à un moment donné, ça a été, nous ne revenons plus en arrière. Nous n'écrivons plus à la main. C'est une décision qui a fait mal, mais ça a été ça. Nous n'écrivons plus à la main. Il faut saisir.
Donc, il faut un peu de contraintes et aussi un accompagnement, les deux. Et comme ça, je pense qu'on va y arriver. C'est un processus, hein? C'est un processus. Nous venons de loin. Les changements technologiques se sont faits de manière rapide, très rapide. Et donc, bon, il faut avoir la patience, l'exigence. Le tout doit aller de pair. Ok, c'est très intéressant comme réponse. Je m'y attendais d'une certaine manière. Et c'est vrai que parfois, pour moi qui ai commencé à m'intéresser un peu à l'informatique depuis les bas âges, je ne me rends pas compte qu'il y a des difficultés assez simples lorsqu'on parle de saisie, difficultés assez simples d'utiliser WhatsApp, etc., etc. Et je pense que c'est mieux d'avoir des personnes comme vous dans la communauté qui comprennent au fait qu'il y a énormément du travail à faire dans tout ce qui est basique. Moi, la vision que j'avais du numérique, c'était une vision totalement erronée parce que moi, quand on me parle du numérique, vu que je suis développeur logiciel, je pense directement à créer, à coder des solutions. Et je ne vois pas cet aspect où la population qui va utiliser toutes ces solutions ne sont pas capables d'utiliser la solution en question. Et parfois, on se pose des questions, on se dit, à quoi ça sert de développer des applications si derrière, il n'y a pas la culture d'utiliser ces applications-là? Et donc, c'est quelque chose qui nous freinait. Je me rends compte qu'il faudrait vraiment qu'on revienne à ce niveau où on a une population assez à l'aise avec tout ce qui existe déjà et peut-être développer des solutions qui concernent et qui touchent directement la RDC. Et dans ce sens-là, je pense que ça pourrait faire avancer les choses. Alors, pour être un peu plus pragmatique, parle-nous un peu de cette transformation digitale au lycée Liziba. Comment ça s'est passé? Quelle a été ton expérience? Surtout, quels sont les défis que tu as rencontrés? Déjà, un des défis, tu l'as mentionné, c'était le fait que les professeurs n'avaient pas encore l'habitude ou n'étaient pas formés à ces outils numériques. Mais y a-t-il autre chose? Comme ça, ceux qui nous écoutent pourraient en tirer des leçons. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Si tu devrais refaire, qu'est-ce que tu peux améliorer et comment ça s'est passé de manière générale? Alors là, bon, en arrivant effectivement, donc en arrivant, l'informaticienne qui arrive et tout ça, effectivement, j'aime beaucoup ce que tu dis, Bernard. On est là, oui, le numérique. Et effectivement, et ça c'est bien de le souligner, parce qu'aussi, il y a le risque inverse de penser que le numérique, c'est la saisie et c'est l'impression et c'est d'aller sur Internet. C'est beaucoup plus. Mais c'est bien de nous rappeler le contexte. Voilà pourquoi j'aime aussi beaucoup le travail d'Aitot Africa quand Samy Mwamba parle beaucoup de comment il a commencé justement avec tous ces projets très dans le temps. Mais après, c'est rappeler que sa communauté, il y avait des problèmes de base, de savoir imprimer, de savoir saisir. Et donc, c'est bien que les développeurs que vous êtes aussi, vous ayez quand même une oreille dans la communauté. Parce que pour faire cette application, et j'ouvre une parenthèse, Bernard, moi, il y a une application que je rêve d'avoir, qu'on n'a pas encore, et surtout pour nous les femmes, comme vous êtes beaucoup de développeurs hommes, parfois vous n'y pensez pas, c'est une application pour trouver des tresseuses, des coiffeuses. On a beaucoup de difficultés, nous les femmes. Okay. Mais pour convaincre la coiffeuse à être enregistrée sur cette application pour qu'on puisse voir quelle est la coiffeuse qui est dans tel quartier, qui a 5 étoiles parce qu'elle coiffe bien et tout ça. C'est tout un changement de culture aussi qu'il faut faire. Exactement. Bon, alors, pour revenir quand même plus sérieusement à la question du lycée Liziba. Donc, quand je suis arrivée, et comme je vous ai dit, non, j'ai la chance de travailler avec des personnes dans le comité de direction très ouvertes qui veulent vraiment être aussi efficaces et faciliter le travail des gens. La première question qui s'est posée, c'est l'outil. Les ordinateurs coûtent cher pour notre communauté. Nous sommes une population avec un pouvoir d'achat très faible. Donc, avoir un ordinateur à $300, ça c'est cher. Et moi, dans le domaine de l'enseignement, encore plus. Mais pour encourager les personnes à se lancer dans le numérique, il faut donner accès à l'outil. Alors, c'était d'abord de donner des prêts pour pouvoir acheter un ordinateur. Donc, les personnes qui le souhaitaient pouvaient avoir des prêts pour avoir un ordinateur. Parce qu'effectivement, le mobile, c'est bien,
Et il faut aussi donner des formations sur comment utiliser le mobile, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sur le mobile. Mais quand on a 50 fiches de préparation, on est d'accord qu'on est beaucoup plus à l'aise à travailler sur un ordinateur. Donc, donc une des premières choses que nous avons faites, c'est de permettre aux personnes d'avoir un outil de travail numérique où elles peuvent travailler à l'aise. Et donc, on a ouvert ce prêt-là. Et donc, c'était un remboursement sur une année scolaire et les personnes qui le souhaitaient pouvaient avoir l'ordinateur. Et ça a été très bon pour les profs parce que les personnes pouvaient se permettre. J'ouvre une petite anecdote. Je travaille dans une école où la majorité du personnel est féminin. Après, les ordinateurs, vous savez où est-ce qu'ils vont finir? Dans les mains des fils aînés et des maris. Pour dire aussi que c'est tout un accompagnement aussi culturel en disant, oui, madame, si vous travaillez, l'outil de travail est à vous. Donc ça aussi, c'est, on va dire, d'autres considérations, mais qu'il faut aussi tenir compte. Mm-hmm. Quand nous sommes aussi en train de parler de la femme, qui a beaucoup de contraintes, des choses non dites et tout ça, si le premier ordinateur de la maison, c'est moi qui l'emmène, c'est tout à fait normal que ce soit papa qui l'utilise. Mais madame, c'est votre outil de travail. Donc ça, c'est un peu, on va voir que dans cette transformation, l'outil numérique ou le problème technique, on va dire, vient parfois même en second plan. C'est toutes des manières de réfléchir, des manières de voir où il faut accompagner les personnes. Donc, dès que l'outil numérique a été donné aux enseignantes, alors il fallait maintenant commencer avec la formation. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir des centres de formation et les personnes viennent 1 ou 2 heures. Une personne améliore ses compétences en numérique elle-même en faisant. Ce n'est pas en suivant des cours. C'est quand elle-même se met dans la sauce et ça vaut pour tout. Que ce soit en programmation, que ce soit dans l'utilisation d'un outil de bureautique et tout ça, il faut que la propre personne utilise. Donc, l'outil numérique a été fourni aux personnes et après la formation. Mais une formation aussi axée ou orientée vers le travail des personnes. En quoi cet outil numérique va vous servir à vous? C'est-à-dire à Madame Françoise qui donne le cours de géographie, je n'avais pas besoin de lui apprendre pour le moment les bases de données. C'était comment l'outil numérique allait la servir dans le contexte. Parce que parfois aussi, on fait des formations très jolies, très belles, mais qui n'ont pas d'impact sur la vie des personnes, d'impact direct. On veut justifier le projet, on veut faire des choses et tout ça, et on donne des formations dont les personnes n'ont pas besoin. Donc, des formations orientées pour que la personne se rende compte exactement comment l'outil numérique a un impact sur sa vie. Alors après, il y a eu excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a eu un coup de chance, ça a été la COVID. La COVID a accéléré cette transformation digitale. Pourquoi? Parce que nous étions éloignés les uns des autres et il a fallu utiliser les outils numériques pour s'en sortir. Moi, je travaille dans une école privée et pour continuer à vivre en tant qu'école, il fallait donner des cours, donc il fallait trouver une solution. Et c'est à ce moment-là que je vous ai dit que toute l'expérience WhatsApp est née avec l'implication des parents. Il y a eu un grand travail d'organisation parce que c'était pas facile. Après, à l'époque, nous étions en train de travailler avec un logiciel de gestion scolaire, ETELO à l'époque. Et ils ont été très sympas parce qu'ils ont mis une plateforme en ligne. Et l'accompagnement a été très proche parce que une personne devait être sûre que quand elle allait avoir un problème, on allait le résoudre. Parce qu'aussi, quelquefois, aussi par rapport à l'outil informatique, c'est cette frustration quand on n'y arrive pas et on ne trouve pas de solution. Parce que la résistance au changement est grande. La résistance au changement est réelle. Et donc, si cet outil numérique me complique la vie, je l'abandonne. Donc, quand on arrive dans une transformation digitale comme ça, il faut être très proche de l'utilisateur pour que toujours il ne se sente pas tenté de revenir en arrière. Dans sa zone de confort. Donc la COVID a aidé parce que les personnes devaient utiliser WhatsApp, devaient faire des vidéos, devaient
On a même à ce moment-là introduit un tout petit peu les notions de sécurité parce que bon, il y avait maintenant Internet, il y avait des adolescents qui étaient sur Internet. On a fait, on va dire, le choix de mettre, on va dire, des restrictions minimales parce que ce qu'on voulait, c'était donner des cours. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qu'on a faites qui, du point de vue sécuritaire, n'étaient pas des plus excellentes. Mais au moins, les personnes ont été sensibilisées par rapport à la sécurité en ligne. Et après, bon, ça a aidé aussi à voir, non, enfin, cette plateforme en ligne qu'on utilise, c'est parce qu'il existe des serveurs, c'est parce qu'il y a des informaticiens qui en prennent soin, c'est parce qu'il y a des informaticiens qui ont développé. Donc, tout ce contexte a aussi permis aux personnes de découvrir, on va dire, le monde avancé du numérique. Et ça aide aussi parce que les enfants aussi, et même les profs, découvraient des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé avant. Parce qu'on disait, bon, félicitations, heureusement qu'il existe des informaticiens, parce que pendant cette Covid, ici, on n'aurait pas survécu. Parce qu'il y a des informaticiens qui travaillent sur les bases de données, sur les serveurs. Les devoirs que vous envoyez, vous pouvez les voir parce qu'il y a un endroit où on les stocke. Et c'est comme ça que, bon, cette culture, il y a des termes qui commencent à arriver. Et bon, ça crée, on va dire, une émulation. Les enfants se rendent compte qu'effectivement, les informaticiens aussi peuvent sauver des vies parce que pendant la Covid, il y a des informaticiens qui ont réellement sauvé des vies et tout ça. Et petit à petit, et donc bon, on a continué. Donc la Covid après est passée et tout le monde avait quand même avancé dans une compétence et on s'est rendu compte de l'impact. Et on essaye de maintenir cette flamme allumée. Hein. C'est un travail sur le long terme. Exactement. On essaye de maintenir cette flamme allumée, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Totalement, totalement. Et moi, je suis un peu curieux de savoir, parce que dans le contexte de Covid, c'était beaucoup, entre guillemets, urgent. Mais aujourd'hui, comment vous maintenez justement cette flamme allumée? Et le deuxième volet de la question, si je peux y aller rapidement, c'est est-ce que ça a été une aventure solitaire? Est-ce que vous avez fait ça seul? Avez-vous reçu un soutien d'un programme quelconque ou ça a vraiment été quelque chose en interne? Bon, ça a été une chose en interne, vraiment. Ça a été une chose en interne, enfin, dans le sens où l'expérience n'a pas été solitaire parce que les parents étaient réellement engagés, les profs ça a été vraiment une belle expérience communautaire. À la fin, nous étions très fiers, vraiment très fiers de chacun de nous. C'était un beau travail, mais effectivement, par rapport à l'extérieur, oui, enfin, nous n'avons reçu aucun appui. Aucun appui. Non, aucun. Nous n'avons reçu aucun appui. Alors, comment est la situation actuellement? Alors, évidemment, je suis dans une école et je rigole beaucoup. Les téléphones sont interdits. Justement. Alors, c'est très drôle, non? Parce que bon, les enfants ne peuvent pas emmener le téléphone. Souvent, je souris de l'ironie. Mais bon, on va voir qu'à l'extérieur aussi, il y a beaucoup d'écoles, même à l'étranger, qui ont commencé aussi à interdire les téléphones parce que toutes ces questions de harcèlement en ligne, de dérangement dans les cours, de manque de concentration ont eu un impact négatif sur les performances scolaires et académiques. Donc, en Espagne, il n'y a pas longtemps, on a voté une loi pour dire que dans certaines écoles publiques, les enfants allaient sans téléphone. Donc, quelquefois, c'est bien d'être aussi un peu en retard parce qu'on arrive à voir les erreurs des personnes qui étaient devant. Exact. Nous avons eu la chance d'avoir reçu un don d'ordinateur. Donc, ça fait qu'au moins, chaque élève, pendant le cours d'informatique, peut travailler sur une machine. Donc, ça fait qu'au moins le temps d'apprentissage seul sur la machine est élevé. Et nous avons essayé d'introduire le multimédia et l'informatique dans certains cours. Par exemple, le cours d'anglais. Dans le cours d'anglais, les enfants ont leurs devoirs en ligne. Donc, toute l'école n'est pas numérique. Elles n'ont que le cours d'informatique à partir du primaire jusqu'au secondaire, ça oui. Et on essaye au moins de garder ce contact-là avec un seul cours.
Et donc, on espère que d'ici la fin de l'année, le prof de géographie pourra utiliser Google Maps dans son cours. Et ça aussi est réussi parce que le support technique de l'école, celle qui s'occupe de tout le support technique, et aussi un appui du côté informatique par rapport au cours. Donc, elle a fait une certification de Google for Educators. Donc, c'est l'utilisation des outils Google dans l'éducation. Et en fait, son rôle est quelquefois de parler avec les enseignants en disant « Ah, mais vous savez qu'il existe une plateforme que vous pouvez utiliser pour aider dans votre cours. » Donc, ce n'est pas systématique, ça se fait encore de manière très ponctuelle. Mais de temps en temps, la dame de physique, une fois le trimestre, pourra aller sur Khan Academy pour une leçon. Okay. Une fois, le prof de technologie peut aller sur la plateforme de la semaine de la science pour voir une expérience. Ce n'est pas systématique, mais de temps en temps. Donc, on a disponibilisé, c'est ça, un vidéoprojecteur qui, de temps en temps, peut être utilisé dans tel ou tel cours. Ce n'est pas encore beaucoup, mais c'est quelque chose. Et c'est comme ça que petit à petit, donc là, maintenant, on commence à avoir de merveilleuses disputes entre profs en disant « Bon, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien utiliser le vidéoprojecteur. Ah non, moi, et tout ça. » Bon, ce sont des choses qui encouragent parce que petit à petit, on met le goût. Et quand vraiment un enseignant a le goût, il va essayer de se battre pour pouvoir l'introduire dans ses classes. Mais comme je dis, c'est patience, hein. C'est un long processus, on va y arriver, mais pas après pas. Pas après pas. Et en combien de temps tu penses que ça pourrait avoir un impact global? Parce qu'aujourd'hui, je crois que tu disais qu'il y a un seul cours actuellement avec lequel vous gardez un contact permanent avec le numérique. Mais penses-tu qu'il faut nécessairement certaines améliorations au niveau du programme national pour pouvoir essayer d'introduire certains outils de plus en plus au niveau de certains cours? Ou penses-tu que c'est vraiment à l'organisation de chaque école d'avoir cette responsabilité-là? Alors, je pense qu'il faut d'abord avoir les pieds sur terre. Dans le sens où nous sommes un pays comme le Congo, où nous avons des problèmes de courant. Et donc, il arrive où il y a quelquefois le cours d'informatique et ce jour-là, il n'y a pas de courant. En faisant le plan qu'on veut, oui, on va faire un plan, mais il faut aussi se rendre compte que ça ne sera jamais parfait parce que nous avons un problème d'énergie. Après, il y a le problème d'accès au matériel. En 6 ans, je vous dis, bon, c'est avec un ami qui demande à un autre ami que nous avons pu avoir des ordinateurs, mais dans un pays comme le Congo, c'est une réelle chance. Il y a des enfants qui ne peuvent pas avoir l'ordinateur. Alors, il faut qu'on trouve des solutions. Moi, j'ai toujours rêvé de ce bus qui aura des ordinateurs que les écoles pourront louer et ce bus ira le lundi à l'école X et le mardi à l'école Y pour que les enfants, peut-être une fois dans le trimestre, puissent avoir accès à ça. Donc ça, c'est aussi une chose. L'outil coûte cher. C'est-à-dire acheter un ordinateur dans un contexte comme le nôtre est quand même un outil de luxe, ayant les pieds sur terre. Alors après, les programmes. Il y a eu quand même une réforme, en tout cas au niveau des sciences, où l'éthique, les technologies d'information et de la communication ont été introduites. Donc, à partir de 7e, 8e, jusqu'en 4e des humanités en sciences, il y a l'éthique. C'est une amélioration. Moi, je reste convaincue que les premières personnes à convaincre, c'est les enseignants. Nous devrions former les enseignants. Quand les enseignants vont se rendre compte de l'importance, ils vont faire la pression sur leurs écoles, ils vont parler aux parents que c'est une chose incontournable. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que pour avoir un bon travail, il faut apprendre l'anglais. Et donc, beaucoup d'écoles sont en train la publicité des écoles maintenant, c'est ici, nous avons l'anglais de la maternelle au secondaire. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est rendu compte de l'importance. Si tu veux avoir du travail, il faut apprendre l'anglais. Et les écoles ont mis les moyens, les écoles ont cherché les professeurs, les écoles. C'est pour ça que je me dis que ce travail
d'évangélisation doit continuer. Après, effectivement, j'aime très peu parler des politiques parce que c'est vrai que ça sera beaucoup plus facile et l'impact sera beaucoup plus grand si au niveau du pays et de l'État, on l'instaure. Ça, je suis complètement convaincue, effectivement. Mais bon, moi, je n'aime pas beaucoup attendre que les autres se réveillent, c'est de se poser un peu la question, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, ce qu'on peut faire au moins à son niveau, c'est de sensibiliser les personnes et tout ça. Si l'État améliorait un peu, on va dire, le contenu, mettait un peu plus d'accent dessus, oui, ça va beaucoup accélérer, ça serait très bien. Ok, d'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. On est en train de chuter. Juste avant, je vais te faire rire un peu. J'étais en train de lire un article que tu as publié le 12 août 2021 qui parlait des 7 plateformes d'apprentissage pour rester à jour. Et à ma grande surprise, ta photo de couverture est une intervention de toi en 2013 à Lubumbashi, un événement technologique dans une école de la place, le complexe scolaire Imani. Et c'est la première fois que je te rencontre, il y a de cela 10 ans. Voilà. Oui, j'étais parmi les élèves à cet événement. Et c'est quand même incroyable que 10 ans plus tard, je suis là à t'interviewer. C'est pour moi quelque chose de très intéressant. Oh, mais ça m'émeut beaucoup, ça. Exactement. Et 2 ans plus tard, j'ai commencé avec la programmation. Donc, c'est depuis 2015 à peu près que je suis dans le domaine. Ah, magnifique. Waouh. Donc, il faut qu'on continue ce que nous faisons. Waouh. Exactement. Parce que l'impact est trop grand et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, c'était juste ce que je voulais que tu saches aussi. Oh, merci beaucoup. Waouh. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Oui, voilà. Donc, et c'est resté aussi quelque chose de nouveau dans l'établissement où tu étais, au complexe scolaire Imani, parce que moi, j'ai quitté là en 2018. Nous avions un prof, monsieur Tu es un ancien d'Imani? Oui, je suis un ancien d'Imani. Oh, mais c'est mon école, ça. Oui, je suis aussi un ancien de là. Ah, mais c'est bien. Et il y a eu beaucoup de changements aussi à ce niveau-là. Hein. On a introduit des cours d'informatique. Et c'est beaucoup plus suivi parce que j'ai aussi quelques élèves de là qui ont commencé à s'intéresser à la programmation et c'est très intéressant. Magnifique. Avec le concours du prof qui est actuellement là, monsieur Marco Mouyaya, qui fait aussi d'une manière ou d'une autre avancer les choses à ce niveau-là. Donc, cet impact qui peut paraître mineur à première vue et a vraiment des répercussions énormes, surtout lorsque c'est beaucoup plus communautaire. Donc, voilà un peu pour ça. Alors, c'est un très beau cadeau ce que tu viens de me faire. J'en suis vraiment ravi. Alors, pour chuter, pour conclure un peu, je ne sais pas si tu aurais un mot de la fin, un message que tu aimerais partager en conclusion à notre échange. Un enfant, un jeune qui vit à Lubumbashi, à Kinshasa, qui a une connexion Internet est au même pied d'égalité qu'un jeune qui est à la Silicon Valley, à Paris, à New Delhi. Et donc, profitons de cette opportunité. Je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre dans une période comme la nôtre. Nous sommes en train de vivre une réelle révolution industrielle, technologique. Et donc, tout le monde a sa place. Il suffit d'oser, de se lancer, de se former et de demander conseil. Donc, chers jeunes, bougez-vous, bougeons-nous, hein, que vraiment tout est à la portée d'un clic. Voilà. Merci beaucoup, Assina, pour ton temps. Merci d'avoir... Merci Bernard, merci vraiment pour cette invitation. Très sincèrement, ça a été un très bon moment de partage. Merci beaucoup. Merci à toi et on se dira très certainement la prochaine pour aborder certains sujets un peu plus spécifiques par rapport au numérique et pourquoi pas la jeune femme aussi. Très bien. Merci beaucoup. DevCast est d'abord une communauté des passionnés de la tech, débutants comme professionnels qui se connectent pour apprendre et partager afin de progresser dans leur carrière.
Rejoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune de nos activités tech. Rendez-vous sur t.me/devcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Rejoignez la communauté et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'autres contenus sont disponibles sur notre plateforme. Le lien est dans la description. À la prochaine.